Perchoir. Mais merci. Voilà, Merci de m'accueillir ici. Vous êtes chez moi. Alors Bonjour, cette monsieur. émission est spéciale puisqu'en fait c'est une émission qui n'est pas réellement Fils de Plume, c'est une émission Fils de Plume confinée. C'est-à-dire que on s'est dit bah écoute le confinement nous oui il faut bosser, faut en chier mais il n'y a pas de raison qu'on n'essaye pas de trouver profit. De tirer parti de ce truc-là. Ouais, on va bouffer des films, on va bouffer de la Voilà. culture, que ça soit les bouquins aussi, parce que j'en ai 2-3 que je vais en profiter pour les lire du coup. Bah ouais, c'est pareil, hein, profitons-en, profitons du temps qu'on a, essayons de tirer meilleure partie de ceci. Alors, donc on a essayé avec Yonis de se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Nous, on est confinés ensemble là sur ce confinement-là. C'était déjà le cas du précédent, cela dit, on était à la campagne, mais là, voilà, on est en ville. Bon, on a tout le matos de tournage et d'enregistrement radio. Et salut, deuxième caméra. J'espère que je ne cache pas Yohannis, mais on va se mettre comme ça. Je te cache bien assez par ma présence tous les jours. Une fois de temps en temps, ça peut on va pas faire éviter de que mal. l'intro dure 3 plombes. Donc là, on va parler de la planète des singes, les versions, le prequel, donc de 2011 à 2017. Et j'en ai parlé à Simon il y a quelques semaines, et je vais commencer par lui parler du casting. Il était en mode, ok, faut que je les vois, parce que quand j'ai commencé à lui dire Woody Harrelson, Gary Oldman, Andy Serkis, il était en mode, ah d'accord, oui, on va les regarder quand même. Bon, Alors, Andy Serkis, tu savais déjà, mais Ce qui est drôle, c'est que j'avais oublié entre-temps. il avait oublié entre-temps. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de la trilogie Planète des singes de 2011 à 2017. Et contrairement à Simon, moi j'ai vu les versions originales de la Planète des singes. Donc la version 68 et le deuxième, je l'ai vu aussi, mais je me rappelle plus de la date. Et les 5 autres après, je les ai pas vus. J'ai vu aussi la version de Tim Burton de 2001, mais quand ils sont sortis, ce prequel, moi j'avais déjà vu les autres. Contrairement à alors Simon, moi qui pour a le vu coup, aucun. alors j'ai dû voir le premier, je pense. J'ai vu le tout premier Planète des singes, mais je l'ai vu il y a 10 ans, tu vois. Et depuis, j'en ai revu aucun. C'est-à-dire que j'étais même largué dans la chronologie. Je savais pas du tout ce qui était sorti était un prequel, quoi que ce soit, si c'était un remake. Je La dois version dire que... de Tim Burton est un remake, et ça, c'est des prequels. Mais on va pas forcément revenir sur l'histoire de la Planète des singes parce que pour le coup, j'y connais rien. Peut-être qu'on fera une chronique quand j'aurai vu les anciens. Mais pour l'instant, là, ce qui va nous intéresser, c'est en fait les remakes, le prequel, qui est presque un reboot de la saga. On peut parler de reboot. J'ai presque cru d'ailleurs. Ils ont abandonné le projet, mais j'ai presque cru, il y avait des rumeurs, j'ai presque cru qu'ils allaient se refaire vraiment toute la Planète des singes avec les moyens techniques d'aujourd'hui, quoi. Ouais, écoute, petit bilan parce que nous on s'est bouffé les 3 dans la journée, parce que nous quand on ronge quelque chose on le ronge, hein, voilà, y a pas photo, hein. Tu m'as dit ce matin que je vais me mater un truc. Premier Planète des singes, je fais bon, je l'ai pas vu, je suis chaud. Puis au deuxième j'ai dit évidemment, on s'était mis d'accord, on regarde les 3. On regarde les 3, voilà, évidemment. Voilà, parce que j'étais bien boosté, donc on s'est maté les 3 dans la journée et on va vous en parler un petit peu. On va commencer peut-être par un premier point technologique. Oui, pourquoi pas. Pourquoi autant pas. commencer par là, Ça, au moins que ça soit Ça va réglé, bien, quoi. cool. Oui, ça tienne celle-là. Voilà, alors buvez avec modération. Avec modération toujours. Il est dans la pièce d'à côté, on pourra l'appeler tout à l'heure pour un petit caméo, il n'y a pas de souci. Modération ? Oui. Non, on l'appelle jamais modération, nous. Oui, mais on l'a enfermé dans la cave. On l'a enfermé dans la cave. On l'encourage, mais il est pas avec nous. Voilà. Donc les moyens techniques, c'est vrai que quand le premier est sorti, tout le monde avait été époustouflé. Quand le deuxième est sorti, tout le monde a été époustouflé. Et quand le troisième est sorti, tout le monde a dit qu'on fera jamais mieux en termes de moyens techniques, parce que en termes de réalisme, les singes ils se posent là, quoi. On oublie que c'est des singes, quoi. On oublie que ce sont pas des singes qui jouent dans le film. Voilà. Je dois dire, moi je me suis pris ma deuxième claque visuelle de, en fait, t'arrives à un cap où tu te poses pas la question, en fait. Et la première claque que je m'étais pris, c'était Davy Jones dans Pirates des Caraïbes. C'est ce genre de claque où en fait t'oublies complètement que le héros que les gens à sur tête scène, de poulpe ça n'existe pas, voilà, qui joue pas en fait, lui, qu'il est pas parmi les acteurs. Donc ça c'est vrai que c'était une grosse claque, et moi je me suis fait la réflexion sur un ou deux plans où je me suis dit alors là je passe au cap où je me ressouviens tellement d'un seul coup c'est un singe en fait. C'est pas un CGI, parce que il y a des moments où en fait t'oublies que c'est un singe, comme t'oublies que c'est un humain, comme t'oublies que c'est un CGI en fait. C'est-à-dire que t'es un personnage, quoi. T'es de nouveau dans ton enfance de dessin animé où Tom et Jerry existent en fait. Et sauf qu'il y a des moments où le réalisme vient tellement transcendant qu'en fait tu sors presque du truc et tu passes en mode documentaire et tu réalises devant quoi t'es.
Et c'est monstrueux. En fait, moi, il y a plein de moments où j'ai zappé complètement que j'étais face à du CGI. Donc, franchement, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire à part bravo. En fait, Donc, gros big up aux techos, des effets visuels et des CGI et compagnie, qui sont du coup des artistes. On va pas les appeler des techos, c'est vraiment des artistes. Certains plans vieillis, mais très peu. Mais ouais, très peu. Très peu. Dans le premier, en fait, et dans le deuxième, mais dans le 3, même 0. Dans le premier, je trouve que, de toute façon, là, pour mater les 3 d'affilée et avoir découvert les 3, je trouve qu'il y a une vraie cohérence de mise en place, même si on peut voir qu'évidemment il y a plus de progrès technologiques dans le 3, mais il y a plus d'audace. Mais en toute honnêteté, on se rend bien compte j'ai que pas l'impression qu'il y a eu d'énormes ponts. Voilà, en fait. la technologie, elle a progressé. Elle a progressé, elle est parvenue à 0, tu vois, genre ils n'ont pas rebooté à chaque fois, ils sont pas dit ok, on repart avec que dalle. Non, ça a progressé. Et non, tu reconnais les singes, enfin il y a vraiment un vrai. Oui, là-dessus, oui. Les personnages de singes, tu reconnais bien leur visage et tout. Et Andy Serkis, alors bon, moi je suis un grand fan, donc je connais bien sa gueule. Ah, c'est vrai qu'il y a une ou deux fois on voit. Il y a des moments où t'es en mode, ok, mais Andy Serkis, c'est un singe ou c'est un être humain? Après, mais nous, même ceux qui connaissent pas, on connaît bien Serkis. On connaît bien Serkis. Mais même pour ceux qui le connaissent pas, ils vont se dire. Ils oublient, tu vois, ils disent en mode ok, mais c'est pas d'acteur, enfin c'est un acteur, mais c'est un singe de base, il est né singe ce gars-là, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc pour ceux qui connaissent pas, donc c'est King Kong, la version de 2005 avec de Peter Jackson. King Kong. Ouais, 2005, ouais. Putain, les mecs, c'est Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, c'est Gollum dans Le Hobbit, mais ça, Le Hobbit, on va pas en parler aujourd'hui. Et il joue juste parce que Capitaine Haddock dans Tintin. Aussi. Et alors, on le dit parce que la truc MCU sera certainement sorti au moment où on fera cette vidéo. Oui. Il joue aussi dans la MCU, je me rappelle plus de son nom, c'est le méchant dans Black Panther. Et dans Civil War, il a un petit rôle dans Age of Ultron, pardon. Mais il a un nom stylé, je me rappelle plus, mais il a un nom stylé. Bref, donc on va passer du coup au deuxième point. Du coup, je ne sais pas parce qu'on. Alors moi, je veux dire, moi, il y a un point qui m'a étonné, c'est un prequel. Donc on part sur la planète des singes. Dans les films originaux, la planète est déjà conquise par les singes et on ne sait pas pourquoi. Comment exactement ça s'est passé? Alors, et toi, tu sais peut-être des choses. Et pourquoi les humains se comportent comme des animaux, sont primitifs en fait, ils ont plus le langage de la parole, ils se comportent comme des animaux dans les versions originaux. Ah ouais, voilà. Alors après, moi je veux dire, il y a donc tout l'affaire prequel, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'aller dans une direction. C'est-à-dire qu'il y a forcément à la fin, ils peuvent pas contourner le résultat, sinon c'est un remake, c'est un reboot, c'est ce que tu veux, mais en prequel, ils sont obligés d'arriver au stade où finalement les humains vont être déchus et les singes vont gagner. Mais ils passent par plein d'étapes et ce qui m'a épaté, c'est en fait le fait de se réapproprier les codes de films très classiques, 3 codes différents, et de les mettre à propos à chaque fois. C'est-à-dire que dans le premier film, on a vraiment un film à la tous ces films de Frankenstein, de découverte de est-ce que c'est l'ennemi, est-ce que c'est l'ami, il va forcément être détesté parce qu'il est différent, mais je l'élève. Il y a un côté... Et puis il y a un côté aussi émancipation. C'est-à-dire que moi, ça m'a rappelé un petit peu alors que ce soit des dessins animés comme Rio, Nemo, c'est-à-dire qu'ils découvrent le monde extérieur, et et en fait, c'est tout ce qui est film d'initiation, en fait. C'est la découverte du monde. Et ça, je trouve ça très, très bien d'avoir réussi à le mettre à propos, tout en gardant toute la violence qu'il peut y avoir là-dedans, dans ce truc-là. Mais il est quand même très lumineux, le premier. Le deuxième, on va être sur quelque chose de beaucoup plus Avatar. C'est-à-dire, on est on essaye de comprendre l'individu d'en face. Il y a un accord qui doit être passé avec les humains, un accord qui doit être passé avec... Voilà. Il y a des deux côtés des gens qui sont prêts à faire un pas vers l'autre et des deux côtés des extrémistes. Et ce qui va faire foirer n'est absolument pas un combat entre un camp et l'autre, mais une trahison au sein d'un camp. Un petit peu comme dans Avatar, ce qui est drôle, c'est que la trahison, par exemple, elle vient finalement de Jake, en fait. C'est-à-dire que lui, il doit faire quelque chose, il le fait pas et il tombe amoureux du peuple d'en face. Là, la trahison, elle vient de Koba, donc on va dire le Némésis dans le 2 de César. Qui est son bras droit. Mais qui est son bras droit, et en fait qui va finalement être trop extrême. Et on revient aux combats initiaux qui sont celui finalement de Luther King et Malcolm X, qu'on retrouve dans les X-Men, qui est le plus grand exemple avec Magneto et Charles Xavier. Ouais, après ça, sur les antagonistes, on en parlera dans les autres chroniques. On va y revenir dessus, mais on revient quand même dans ce film de base de finalement le conflit ne vient que d'un extrémisme d'un côté ou de l'autre, mais aucunement de la différence en elle-même. C'est-à-dire que c'est pas le fait que ce soit des singes et des humains qui s'affrontent, mais le fait que ce soit des extrêmes qui vont avoir peur du camp d'en face et qui vont déclencher finalement cette guerre au prix de trahir leurs propres règles. Et ça, on parle beaucoup de ça dans le 2 et je trouve ça très intéressant. Donc de revenir à des racines du cinéma, parce que c'est vraiment un film de cinéma finalement très classique.
Et le 3, on a tout le propos finalement sur la manipulation et le racisme. Il y a tout un propos sur finalement le début de l'esclavage parce qu'il est différent. On a peur, parce qu'on a peur, on le prend comme un outil. Et quand il essaye de se rebeller, en fait, on lui dit ta nature, c'est ça, quoi. Ta nature, c'est pas de te rebeller. Donc, il y a cette notion de la peur par la différence. Donc, en fait, finalement, c'est 3 propos qui vont être très, très, très utilisés dans le cinéma. 3 propos qui sont très différents. Parce qu'à chaque fois, vraiment, il y a un rapport différent entre l'humain et le singe, que ce soit par l'apprentissage, le mépris ou la guerre. Mais au final, la guerre d'égal à égal. C'est ça qui m'a vraiment plu dans cette saga, finalement, dans cette trilogie. C'est cet aspect on reprend les codes des films de base, on prend 3 codes différents et on va en faire une trilogie cohérente avec ça, tout en ayant comme propos vraiment comment est-ce que quelque chose se retourne, que ce soit un monde, un gouvernement ou comment on arrive à cette chute en fait. C'est-à-dire ce que la prélogie pour moi de Star Wars par exemple n'a pas réussi à faire vraiment parce que chaque film n'a pas d'identité propre vraiment. Là, chaque film va utiliser des codes qu'on connaît pour te faire avaler le fait que ce soit des singes, le fait que ce soit du CGI et le fait que ce soit la fin du monde, et en utilisant des codes qu'on connaît, mais en les remaniant. Et je trouve ça une très bonne idée en fait. Surtout que c'est très bien exécuté. Et premièrement, il y a 3 saisons dans le film. La première, je dirais plutôt que c'est le printemps, la deuxième, l'automne, et la dernière, l'hiver. Et on ressent très bien là en termes de mise en scène et visuellement où c'est génial, c'est que je vais surtout parler du 2 et du 3, donc Down et War. Dans le 2, tu as froid, tu es trempé. Quand tu le regardes, on avait l'impression qu'il pleuvait dehors, tu vois. On a l'impression qu'on avait froid et tout. Là, on a l'impression qu'il neigeait, quoi. Honnêtement, les ambiances sont très très bien réussies. Et pour revenir sur... C'est vrai que j'avais pas vu ça, mais oui, en effet. C'est là où la trilogie est vraiment réussie en tant que prequel, c'est qu'ils prennent leur temps. C'est que d'habitude, des fois, ça rush un peu en mode comment on en arrive au premier film originel, tu vois, donc à la version 68. Pourquoi les singes ils sont dans le désert, pourquoi les hommes ils parlent plus, machin et tout. Pourquoi les singes, déjà tout simplement sont maîtres de la planète et que les humains sont asservis. Et ça prend extrêmement son temps. Et ça c'est énormément le bienvenu. Là, je parle en tant que quelqu'un qui a découvert donc le premier film de la trilogie, donc en 2011, en ayant déjà vu les remakes et les versions originales. Et quand j'ai vu le 1, j'étais pas satisfait. Parce que je savais pas qu'ils allaient en faire une trilogie au final. Je pensais juste que c'était un prequel, un one-shot, un machin et tout. Et là où j'étais très satisfait, c'est quand ils ont annoncé le 2 en 2013, qui est sorti en 2014, c'est qu'ils allaient en faire une suite et tout. Ils ont pris leur temps. Pourquoi les humains ils parlent plus ? Pourquoi ils sont retournés à l'état primitif ? Ça, on le sait dans le 3 et pas dès le premier, quoi. Et ça prend vraiment son temps pour expliquer pourquoi les singes sont devenus maîtres de la Terre. Et c'est beau de voir, surtout aujourd'hui, des films qui prennent leur temps, des sagas qui prennent leur temps, des films qui se suffisent à eux-mêmes et qui vont à un point. Ça part d'un point A à un point B et ça prend son temps et du coup, ça fait que la trilogie est extrêmement digeste. C'est qu'il y a un film, un propos, un film qui va à un tel endroit, avec un début, un milieu, une fin. Mais je voulais revenir justement là-dessus, c'est-à-dire que moi, pour ne pas avoir vu les autres, cette trilogie se suffit elle-même. Et ça, c'est très très bien. Déjà, tu peux ne pas savoir tu peux les regarder sans connaître rien de l'univers. Et ça, c'est très agréable. Alors ça, c'est super. Et quand tu le connais, tu vois des trucs. Tu vois, je te disais, à la fin, machin, quand t'as vu, tu comprends des trucs. La scène avec la Statue de Liberté, quand tu fais le puzzle dans le premier. La fin, ça se termine dans un désert. Bah oui, parce que dans le film original, ça se passe dans un désert, tu vois. Il y a plein de petits trucs. Il y a du parallèle, mais ce sont simplement des ponts. La trilogie, pour le coup, moi, vraiment, rien ne m'a manqué en voyant le truc. Alors, la seule chose que je savais, c'est que c'était un prequel. Mais rien ne m'a manqué en le regardant. J'ai manqué d'aucune clé. J'ai pu vraiment apprécier les films à leur juste valeur, et ça, c'est très très satisfaisant. Alors donc vraiment, bilan, c'est une super entreprise technique pour un super résultat de propos. Parce qu'en fait, alors d'autant plus que nous on le regarde en pleine pandémie et ça parle d'un virus qui vient finalement tout saccager. C'est rien de plus qu'un virus. Donc, du coup, c'est particulièrement anxiogène, je trouve, pour nous,
dans cette situation-là. Après, maintenant qu'on connaît la pandémie, voilà. Pas pour moi, parce que moi je les connaissais déjà avant les films. Mais maintenant que je connais la pandémie, ça me fait pas l'effet The Thing, dont on parlera peut-être. Ça me fait pas l'effet The Thing que j'avais regardé pendant le premier confinement, qui m'avait vraiment du coup complètement atteint. Mais il y a quelque chose qu'on connaît, c'est-à-dire que vraiment les malades, est-ce qu'on en prend soin ou est-ce qu'on les laisse mourir? Il y a finalement quelque chose qui est un gros parallèle avec notre époque, et au final, ça tape dans le juste. Et on ne sait pas comment on réagirait. Et je trouve que le film est finalement très, très réaliste, au final. Et plutôt que d'essayer de globaliser la guerre, parce que moi c'est ça que je pensais, la planète des singes, je me disais, bon, bah forcément, il va y avoir une guerre mondiale. Mais non. Non, ça reste très très proche du terrain au final. C'est pas la guerre mondiale, c'est une guerre, c'est une bataille entre deux camps qui s'affrontent, d'une petite tribu dans la même région. Quoi. Ils ont réussi à faire le pont avec un dialogue. Dans le 3, c'est celui avec le singe qui dit justement oui, moi je suis devenu intelligent aussi. Et là, il réalise qu'en fait, l'agent pathogène, en passant par l'humain, il réatteint le singe dans d'autres zones. Et là, tu te dis, ah oui, d'accord, en fait, tous les singes vont devenir intelligents. Mais c'est le seul pont. Tout le reste, finalement, c'est une communauté. Il y a une communauté intelligente et c'est tout. Et le fait d'avoir pas cherché à faire un combat planétaire, mais juste de s'être concentré comme ça permet, de caractériser des personnages auxquels on s'attache énormément. Et pour des personnages qui parlent peu, c'est cool. Et qui plus est pas humain. C'est-à-dire que finalement, moi, je dis, c'est le meilleur film extraterrestre qu'on ait fait. Oui. C'est le premier. C'est un des premiers films où finalement, on s'identifie pas à un humain. Hors dessin animé, mais où finalement il y a l'humain en face et l'humain est l'ennemi. Et je trouve ça génial, et on en parlait avec la gamine justement. Les deux premiers, bon, il y a toujours un humain qui est gentil. Dans le troisième, c'est une gamine. Et là, on s'identifie moins parce que pas à elle. On s'identifie pas à elle parce que déjà elle est muette. Elle est muette, mais au-delà de ça. C'est quelqu'un qui est pas comme nous au final, tu vois, genre c'est la génération d'après. C'est la génération qui a toujours connu que cet état-là. Elle a une innocence que le spectateur ne peut pas avoir. Voilà, c'est ça. C'est surtout qu'elle a l'innocence qu'on n'a pas, et du coup on s'identifie pas, mais du coup c'est une lueur d'espoir au milieu de tout ça. C'est une lumière quand elle va apporter de l'eau quand César est en cage dans le 3, quand elle vient lui apporter de l'eau et à manger, alors que il a tué son père juste avant. En mode, ok, ça c'est le futur. Ça, c'est le futur, un futur qui sera meilleur que le présent. Et du coup, on s'identifie moins à ça, parce que nous, on est le présent, on n'est pas le futur. Et elle représente ça. Et finalement, voilà, le personnage auquel tu t'identifies, bon, dans les deux premiers, il y a quand même un humain auquel tu peux t'identifier, mais dans le troisième, pas du tout. Et ça montre d'ailleurs la perte de l'humain de pouvoir. C'est-à-dire que dans le premier, on crée le danger. Dans le deuxième, on compose avec. Dans le troisième, on est perdu face au danger. Et donc, en fait, l'humain, peu à peu, perd sa place. Et encore belle symbolique justement de cette chute, en fait, de cette chute de l'humanité, et qui te ramène à te poser une question fondamentale, dont on se reposera la question sur une chronique un peu plus longue sur les antagonistes, mais sur finalement à quel prix faut-il faire survivre l'humanité. Et j'ai pas envie de répondre à cette question maintenant, mais je pose la question maintenant. Je trouve ça intéressant, et je trouve que ça soulève bien finalement le propos. C'est voilà, est-ce que l'humanité mérite à tout prix d'être sauvée, ou y a-t-il un prix qui est trop élevé pour la sauver? Et je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment... Moi, je suis très, très, très satisfait. J'ai découvert cette trilogie aujourd'hui. Là, j'en parle vraiment à chaud. Et ben, est-ce qu'on a fini le dernier il y a 10 minutes. Hein. Voilà. Et je dois dire, l'angoisse que j'ai eue dans le 2, parce que dans ce genre de film, justement, on connaît les codes, donc on sait qu'il y a un truc qui va mal finir. Ça ne peut pas marcher. Si ça marche au début du film, il n'y a pas d'histoire. Ah, mais t'en veux, tu crois. Oui. C'est ça où, malgré les codes, même si on les connaît par cœur, il y a beaucoup de gens qui reprochent ça au cinéma moderne. Ok, on connaît les codes, on sait ce qui va se passer, on sait comment ça va finir. Mais ce genre de film qui est très ancré dans un cinéma contemporain, en mode, ça a tous les codes du cinéma grand public. Mais c'est là que tu te rends compte que les films sont encore exceptionnels, parce que il y a encore des bons films dans le cinéma grand public, parce que tu y crois. Tu y crois jusqu'à l'instant de non-retour. Tu crois que tu veux. Ouais. Tu espères toujours. Mais je trouve que d'autant plus dans un prequel où on sait que ça ne peut que terminer à un point mais qui tu va arriver y crois au premier. Encore. Et ça, c'est justement, autant utiliser les codes où on se dit non, mais on sait que ça va foirer, mais parce que de toute façon, peu importe la manière dont tu vas narrer, ça peut que foirer. T'as vu la suite, donc autant en profiter, utiliser les codes pour t'appuyer, pour te faire passer différentes choses, comme le fait que ce soit des singes, le fait que ce soit du CGI. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la mise en scène peut être assez classique par moment, principalement classique d'ailleurs. Hein. Il y a peu de moments où je me suis dit la mise en scène elle déchire. Non, généralement je trouvais que le plan, la construction déchirait, mais la mise en scène en elle-même est assez classique. Mais il faut
Il faut, parce qu'en fait, si elle était pétée, on s'accorderait trop à la technique et on finirait par cramer le CGI. Là, le fait que la mise en scène soit classique fait que finalement, on se laisse happer dans le plan. On se laisse happer parce que finalement, on connaît ça, on est dans un bain qu'on connaît, et en fait, ces singes-là, on se laisse happer aussi, quoi. Donc très 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 bonne mise en exécution. Je sais pas trop si ça sert à grand chose de s'étirer. On va essayer de pas trop. Mais tout simplement aussi, c'est un truc que je voulais rajouter, c'est que la narration, elle est là où elle est bien foutue, c'est que elle est pas manichéenne. C'est que les singes sont très humains. Sur leur visage, on voit bien des émotions humaines. Donc c'est grâce à ça aussi qu'on arrive à s'identifier à eux. Mais c'est pas manichéen. C'est pas les singes égale gentils, les humains égale méchants. C'est que des dans le 3 plus, même si Woody Harrelson, il y a 2-3 moments où t'es en mode j'aimerais qu'il soit gentil. Il y a beaucoup de parallèles. Mais globalement, avec l'histoire humaine, en fait. Oui, ça, on en a parlé tout à l'heure. Et ça, j'aime beaucoup qu'il y ait des humains gentils et des singes méchants, et que du coup, que ça soit les singes ou les humains, ça soit des gens comme tout le monde, quoi, avec leurs qualités et leurs défauts, et que ça soit pas manichéen. Un côté les gentils, un côté les méchants. Si t'es un singe, t'es un gentil. Si t'es un humain, t'es un méchant. Et il y a même tout un propos là-dessus. C'est les singes ensemble sont forts. Les singes ne tuent pas les singes. Et à la fin du 2, quand César tue l'antagoniste, donc l'antagoniste qui est un singe, César regarde l'antagoniste, donc Koba, et il lui dit « Tu n'es pas un singe ». Mais là, ça ouvre la porte à toute la guerre qui arrive encore derrière. C'est-à-dire que finalement, maintenant, on n'en est plus à s'arrêter à si c'est un singe ou pas. C'est-à-dire que ça y est, il y a 2 camps et il y a les humains s'affrontent aussi dans le dernier, effectivement. Il y a les traîtres à leur espèce et finalement on en revient à toutes les histoires où on a fait la guerre pour des questions de différence. C'est-à-dire qu'on peut imaginer finalement que c'est une guerre future qui va arriver. C'est-à-dire qu'on s'est battu pour des questions absurdes de race, on s'est battu pour des questions absurdes de lieux, de conquête. Et finalement, la prochaine étape, ça va être d'affronter peut-être une autre espèce. Une autre espèce, tout simplement. Là-dessus, je viens de faire un petit tilt. C'est les donkeys dans War, dans le dernier film. Donc les donkeys dans le film, c'est les singes qui sont du côté des humains. Là, je viens de faire le rapprochement. Ils me font penser à Samuel Jackson dans Django Unchained, tu vois. Tu vois, complètement. Mais moi, j'y ai pensé pendant tout le truc. Je viens de faire le rapprochement tout là, tu vois. Le coup du. Finalement, la comparaison avec. T'es contre ton camp naturel, en fait, ton camp qui ne peut qu'être le tien, parce que t'admets que t'as perdu. C'est le camp des résignés, en fait. C'est le camp de ceux qui savent qu'ils ont perdu, donc en fait, ils vont aller dans le camp d'en face, même si par nature, ils ne peuvent qu'être venus de l'autre camp. Tu vois. C'est-à-dire que c'est ça. Moi, je veux pas trop étirer, comme on l'a dit, ce parallèle-là, parce que après, j'ai pas envie que nos propos soient détournés, parce que ça me gonflerait. Mais il y a évidemment de ça. Ça parle évidemment de ça, qui est du. On va te faire détourner de ta propre nature, parce que t'es résigné, parce que tu penses que tu ne peux que perdre. Donc t'es prêt à vivre comme un esclave toute ta vie auprès de l'autre camp que de mourir face à ce camp-là, parce que tu crois que t'as perdu. Et là où est toute la force de ce propos, c'est que ça parle de tout ça, en fait. Mais ça parle de toutes les guerres. Enfin, on va pas s'étendre plus longtemps là-dessus, parce que de toute façon, en fait, on n'a aucune critique à émettre. C'est parfait. Oui. Pour nous, c'est par rapport au propos, à l'engagement. Moi, c'est ce que j'appelle un film parfaitement réussi, une trilogie parfaitement réussie, parce que pour moi, un film ou une trilogie comme ça réussie, c'est quelque chose qui arrive à complètement rentrer dans le propos de ce qu'elle voulait faire. Et pour moi, elle a même fait plus. Et là où les films grand public sont... Alors, parce que j'allais dire que ça fait du bien de voir un film grand public avec une narration nickel, avec tout qui est parfait dedans, en termes de plan, de light et tout, d'ambiance. Mais après, c'est vrai que les films grand public ont tendance à être sous-cotés de nos jours, parce qu'il y en a plein qui sont de cette qualité-là. Mais honnêtement, c'est agréable d'avoir toujours une fois de plus la preuve sous les yeux que tu peux pas faire plus grand public que ce film-là, et que c'est nickel, quoi. Le fric, il va pas toujours nulle part. Voilà, c'est que et là, pour le coup, non, il est pas. Il y a du budget, mais il y a pas du budget pour rien, quoi. Voilà. Au passage, super casting. Alors super casting. Ah ouais. C'est Andy Serkis, James Franco, c'est génial, c'est qu'il y a pas Gary Oldman, Jason Clarke, Woody Harrelson. Il n'y a pas de tête d'affiche super connue grand public. Et quand elles sont le cas, parce que le plus connu, je dirais que c'est Gary Oldman, tu vois. Ouais. Et encore, c'est Gary Oldman, c'est pas tant que ça une tête d'affiche. Tu vois, tout le monde le connaît, mais surtout, c'est pas lui qu'on met en avant. Il a vraiment un second rôle, quoi. C'est l'antagoniste humain dans le deuxième. Même pas. Mais alors, pour moi, je le considère comme un antagoniste.
mais c'est l'antagoniste chill, tu vois, c'est l'antagoniste gentil quelque part, tu vois, genre c'est un peu contradictoire, C'est mais celui qui retourne sa veste. c'est celui tu l'aimes jusqu'à la fin où tu te rends compte, bah oui, en final il s'est toujours battu pour sauver l'humanité, et puis bah l'humanité, bah pour lui se résume au final aux humains et pas une paix entre les singes et les hommes. Voilà. Mais on va s'arrêter là parce qu'on a déjà 25 minutes. Regardez-les en Blu-ray parce que On fera en sorte que les autres chroniques ne durent moins longtemps, surtout s'il y a qu'un seul film. Là, s'il y avait une trilogie, allez, on admet que c'est un peu plus lourd. On va tricher. Mais ouais, honnêtement, regardez-le. Honnêtement, il y a tout de tout. Bah, tout est bon. Ouais, non, vraiment, tout ce qui doit être bon est bon. Donc, là-dessus, j'ai rien à dire. Et pour le coup, c'est rare que devant un film, je me retrouve à dire, il y a rien. C'est parfait, en fait. C'est là, nickel. Bah, bonne réussite. Et les rares défauts sont des petits défauts. Matt Reeves a réalisé les 3 ? Il a réalisé les 2 derniers. Il a n'a pas réalisé le premier, il me semble. Bah, bravo l'équipe, en tout cas. Bah, en tout cas, ouais. Bravo l'équipe, parce que c'est rare que je sorte d'un film en me disant, ouais. Bah, oui. Okay, parfait. Bah, c'est cool. Merci. Bon, merci. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis si vous avez écouté. Voilà, parce que bon, il y avait rien de très intéressant, mais globalement. Bon, en tout cas, si ça peut vous donner envie de regarder les films, c'est toujours ça de gagner pour nous. Si vous êtes 2 à être convaincus, on a gagné. Si vous êtes 1 aussi d'ailleurs, si vous êtes 1, mettez-le dans le commentaire. Bon voilà. Et écoutez, bonne soirée à vous et merci de nous avoir écoutés. Mot de la fin. Ciao.